Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est le poème Concrétion qui a été publié par Ephraim Jouy dans la revue Lichen en janvier 2020. Ephraim Jouy est un psychanalyste qui a écrit quelques poèmes qui ont été publiés de ci de là, principalement sur Internet. Dans ce poème intitulé Concrétion, il est question du nombre de glaises qui va hanter le narrateur, le poète, qui en parle. Je passe ainsi à la lecture de mon poème. À la lisière obscure où gît ton ombre de glaise, dans le complot sourd d'une aurore indécise, la trace de ton âme oscille, cousue de néant, prise au creux ardent de tes méandres insatiables dans le spectre d'un autre, loin aux rives incertaines d'où jaillissent des corps aux fêlures sauvages et des visages dévorés de mystères à vif, il n'y a plus rien d'autre que ta voix qui rôde dans le ciel et le sang, un dernier écho de brume qui écharde mon cœur vacant. Par le titre, Concrétion, qui désigne un amoncellement de matière, et par la référence à l'ombre de glaise dès le vers 1, nous avons la référence quasi directe à un mythe qui est le mythe du golem, cette créature de boue qui est faite par un magicien pour le servir et le protéger. En réalité, on le voit dans le texte, ce golem va se voir transféré dans le domaine du deuil par le poète qui va le considérer comme son auxiliaire dans le processus de guérison par rapport à la perte. Ainsi, je me poserai la question suivante, en quoi le golem est-il une créature de mort? Pour répondre à cette question, je diviserai mon poème en deux parties. Une première partie du vers 1 à 4,5, je coupe le vers numéro 5 en deux, en prenant uniquement le premier hémistiche dans le spectre d'un autre. Ici, nous aurons la description du golem, et ensuite, je découperai une deuxième partie à partir du vers 4,5, donc loin aux rives incertaines, jusqu'à la fin du poème. Donc à nouveau, 4 vers et demi qui formeront ici une vision morbide qui va être intégrée justement à cette notion de deuil. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur le champ lexical de l'indécision et celui du passage. Nous avons le terme de lisière, nous avons le terme d'aurore qui vont donner respectivement le sens d'un passage soit du clair vers le sombre, soit du sombre vers le clair. À travers cette opposition apparente, nous avons la définition d'une mort certaine, mais aussi d'une possible résurrection, puisque l'aurore est indécise et pourrait être l'objet d'un complot sourd, qui serait le complot des religions, qui tendrait à nous faire croire à cette résurrection, mais rien n'est prouvable. L'ombre de glaise, je l'ai dit, ferait référence quasi directement au mythe du golem, mais il est intéressant de noter aussi le choix du mot ombre, qui pourrait faire référence aux manes latines, qui sont les âmes des morts qui veillent sur un lieu. Ainsi, on aurait comme une synergie de plusieurs mythes qui vont entrer en relation les uns avec les autres pour désigner cette nouvelle créature. Le champ lexical de la mort va apparaître dès le vers 1 avec le verbe gésir ou gît ton ombre de glaise, qui est un verbe du coup qui définit la position allongée des morts. On peut faire référence aussi au sens étymologique du mot obscur. Ce qui est obscur, ce sont les choses qui sont cachées, et évidemment, ce qui est après la mort est bel et bien caché. On aurait donc ainsi une sileps, puisque la lisière obscure serait le passage vers l'obscurité définitive, la mort, mais aussi vers quelque chose de possiblement caché, une résurrection potentielle. Cette description du golem, ici dans l'indécision entre la vie et la mort, entre la mort et la vie, va se caractériser par la suite par la notion de trace. La trace étant ce qui marque l'absence de quelque chose, et ici, ce qu'il manque, eh bien, c'est l'âme. Âme conçue de manière étymologique comme principe animateur. On a toujours cette idée de passage et cette idée d'indécision à travers le verbe osciller. Le golem est donc la trace de l'absence, la marque de l'absence et la marque de l'indécision quant à son potentiel retour. L'idée de néant, qui va être confirmée par l'idée de creux au vers suivant, va montrer cette problématique de l'absence et aussi cette problématique de l'indécision, puisque les méandres sont potentiellement les va-et-vient d'une rivière, et éventuellement on pourrait voir déjà se dessiner la figure du Styx, donc la rivière des morts, ce qui se confirmerait par l'adjectif insatiable, puisque évidemment, tant qu'il y aura des gens vivants, il ne pourra y avoir que des gens qui meurent.
L'idée de mort va se concrétiser finalement dans la vision du spectre, le spectre d'un autre. Je coupe ici le texte puisqu'il n'y a pas de ponctuation et il me paraît plus cohérent de rattacher loin avec aux rives incertaines que à autre. Ici, le spectre d'un autre serait la définition finale de ce golem, qui n'est plus que le spectre de quelqu'un qui manque au narrateur, ce qui va se confirmer par les traces de deuxième personne, ton au vers 1 et t au vers 4. Ainsi, ce golem serait cette absence, la trace de quelqu'un qui manque et dont la disparition est indécise. Je passe ainsi à ma deuxième partie. La figure du Styx qui était convoquée par Méandre vient se confirmer avec l'idée de rives incertaines. Ces rives incertaines semblent infranchissables puisque l'ombre de glaise est loin à l'intérieur de ces rives. Ici, on pourrait noter une hypallage puisque ce qui est incertain, ce n'est pas les rives, mais ce sont ceux qui sont sur ces rives. Ils sont incertains de ce qui se passe de l'autre côté de la mort. L'idée du Styx va se confirmer par cette image saisissante, quasiment une hypotypose, d'un fleuve d'où jaillirait des corps, champ lexical de la mort, aux fêlures sauvages, et des visages dévorés de mystères à vif. Donc on a bien l'image des âmes qui flotteraient dans le Styx parce qu'elles n'auraient pas réussi à payer leur passage, des âmes errantes, qui vont tisser une atmosphère à la fois d'indécision mais aussi de peur. Et on peut noter, donc, outre ce champ lexical du corps, le champ lexical de la mort, avec l'idée de dévoration et l'idée de la locution à vif. Il est intéressant de noter le sens propre, à vif. À vif désignerait quelque chose qui serait écorché, et ici à vif va compléter mystère. Et originellement, étymologiquement, le mystère, c'est le voile que l'on met sur les divinités lorsque l'on n'est pas autorisé à les contempler. Et donc la corrélation entre mystère et à vif insisterait sur cette notion que l'on enlève finalement ce voile pour révéler ce qu'il se passe derrière la mort. Donc ce qu'il se passe derrière la mort serait accessible au golem, mais pas à son créateur. Le créateur qui va arriver du coup dans les deux derniers vers, il est là pour entendre la voix qui rôde dans le ciel et le sang, mais il est intéressant de noter toujours la forte présence de la négation comme marque du golem, il est une absence. On note aussi l'idée de mort à travers l'adjectif dernier, présent au dernier vers, et le verbe écharder qui indique la souffrance. Le golem n'est plus qu'une trace, toujours, il est un écho, quelque chose qui a disparu, il est une brume, quelque chose d'incertain, et le cœur du narrateur est vacant. On peut noter la sileps, puisque ce qui est vacant, c'est à la fois quelque chose qui est libre, qui est inoccupé, il y aurait donc un manque dans ce cœur, mais aussi, si on se réfère au verbe vaquer, eh bien, vaquer à quelque chose, c'est s'occuper de quelque chose, et le cœur vacant serait aussi ainsi occupé à penser à la perte. Donc ce serait un petit peu comme la métonymie de toute cette personne du poète qui est focalisée sur la perte de la personne qui est morte. On peut terminer en indiquant que le texte ne possède pas de points et peut-être que ce texte qui serait infini s'opposerait à une vie qui serait, elle, finie définitivement, mais serait en synergie avec la douleur infinie de ceux qui restent. En quoi le golem est-il une créature de mort ? Nous avons vu tout d'abord qu'il y avait tout un tas de références mythologiques qui allaient innerver le texte et que ces références mythologiques étaient en lien avec un travail assez profond sur le sens étymologique des mots. Il s'agit, à travers de ce texte, de se frayer un chemin dans l'incompréhension et notamment dans l'incompréhension fondamentale qui est celle de la mort. Le golem en lui-même est donc bel et bien tout d'abord une créature morte, comme on le voit avec l'usage des champs lexicaux, une créature qui est inaccessible puisqu'elle est en relation avec le divin. On voit ainsi dans cette créature morte l'importance de l'incertitude que l'on va voir avec le travail de la négation et que l'on va voir aussi avec le travail de versification puisque pour couper un texte sans ponctuation, eh bien, c'est un processus incertain. En ce sens, la versification pourrait apparaître comme une mise en abîme de cette incertitude. Par ailleurs, non seulement cette créature est morte, mais elle est une créature qui porte la mort. Et en cela, elle se rapprocherait du mythe originel dans lequel le golem est un protecteur de celui qui l'a créé, un protecteur doté d'une certaine force et d'une certaine violence que l'on va retrouver innerver tout le texte, notamment cet avant-dernier vers, le ciel et le sang.
Enfin, il s'agit d'une créature de la mort parce qu'elle est une créature créée par la mort. Et en cela, elle devient le marqueur du deuil du poète. En effet, cette créature est associée à la souffrance, dans une bonne part, mais aussi elle pourrait être associée au phénomène de déni et de colère qui caractérise les premières étapes du deuil. Et en cela, si le golem est bel et bien un protecteur, il apparaîtrait ici comme une protection face à la mort. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter des expansions du nom aux vers 1 et 2. Les expansions du nom sont l'ensemble des éléments qui vont apporter des caractéristiques supplémentaires au nom qu'ils vont compléter. Et ils peuvent être de 3 classes grammaticales, soit des adjectifs, soit des propositions subordonnées relatives, soit des compléments du nom. Je commencerai ici par les adjectifs. Nous en avons 3 et ils sont tous les 3 des adjectifs qualificatifs avec fonction d'épithète. Le premier est au vers 1, il s'agit de l'adjectif obscur qui complète directement lisière en lui étant postposé. De la même manière, sourd au vers 2 complète complot de manière directe en lui étant postposé et indécise, là encore, est un adjectif qualificatif épithète postposé du nom aurore. Pour ce qui est des propositions subordonnées relatives, nous en avons un seul exemple ici. Nous la repérons grâce au pronom relatif ou avec un accent dont on sait qu'il ouvre des propositions subordonnées relatives. Donc cette proposition commencera à ou et terminera à glaise. Ou gît au nombre de glaises. Toute cette proposition complétera elle aussi son antécédent, à savoir lisière. Enfin, pour ce qui est des compléments du nom, ils sont généralement constitués de noms complétant d'autres noms par l'intermédiaire d'une préposition. Nous en avons 2 exemples ici, une au vers 1, de glaise qui complète ombre, et une au vers 2, d'une aurore indécise qui complète complot. Dans les 2 cas, ces compléments du nom sont introduits par la préposition de qui est élidée devant initiale vocalique au vers 2.